Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Ivan Doshenko. Alors, il est ukrainien, il est écrivain, il est traducteur. Il va nous apporter des éclairages, on va dire, sur d'abord l'histoire de l'Ukraine, sur la guerre qui malheureusement fait encore des ravages dans cette région du monde, et probablement nous parler aussi de ses traductions et probablement de ses séjours en Algérie. Yvan, bienvenue. Bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Ah oui, merci Youssef, et surtout merci. Youssef n'a pas oublié que je suis un petit peu algérien, parce que, oui, parce que j'ai passé 5 ans et demi en Algérie. Comme interprète, traducteur, j'ai travaillé en géologie. C'est pour ça que, pourquoi je dis que je suis un petit peu algérien, parce que je connais bien toute l'Algérie. Oui, imaginez que j'ai commencé la première fois, j'étais là-bas plusieurs fois, donc la première fois j'étais à Batna. Voilà. Ensuite, j'ai fait de nouveau, la deuxième fois j'étais à Boumerdes, évidemment. Et ensuite, au Sahara, j'ai travaillé beaucoup en géologie. C'est justement au Sahara, j'étais dans l'équipe qui cherchait les métaux rares. Voilà. Donc il y avait une équipe qui faisait les recherches, les autres, de l'or, de hydrocarbures et tout. Mais les métaux rares, c'est ce que je peux dire, agréable, ce sera agréable pour les Algériens, que l'Algérie possède tellement de métaux rares qui sont toujours utilisés, actuellement aussi pour l'informatique, pour l'appareillage de précision et tout. Mais il ne faut pas oublier que sous le Sahara, il y a des lacs de l'eau qui, un jour, quand ça va, un jour ou l'autre, ça va se terminer, peut-être un petit peu avec les hydrocarbures, avec le pétrole, le gaz et tout, mais il y a toujours de l'eau. Et au Sahara, c'est aussi, en Algérie, c'est aussi une richesse. Voilà. Donc c'est pour ça que je connais. Et j'avais des amis, évidemment, avec qui j'ai travaillé. Et ensuite, j'ai rencontré tout à fait par hasard un ami qui était d'une ville délicieuse. La ville s'appelle Délice. C'est à 30 km de Tizi Ouzou. Voilà. Mais sur la mer. Et c'est justement, quand vous y serez, je vous dis qu'il n'y a pas de plus belle, de plus chaude mer que là-bas. C'est pas loin de la frontière avec la Tunisie, mais c'est extrêmement joli, et tout en plus, avec ce petit passage, c'est que Jamila, la femme de mon ami Hossein, il y a bien longtemps que je l'ai visitée, mais elle était belle. C'est peut-être l'une des plus belles femmes au monde. Elle était très belle, vraiment. Et voilà, donc, c'est ce que je peux dire de ma vie en Algérie. Ensuite, bien sûr, j'ai commencé ma carrière, comme on dit, et tout, d'abord comme instituteur, voilà. Et j'ai enseigné le français. Le français, j'ai enseigné et tout. Et ensuite... ça c'est dans quelle ville, Yvan? C'est à Kiev? Kharkov. Voilà. Très bien. Oui, c'est très important, merci. C'est très important parce que... Pourquoi? Ben, évidemment, ma ville est la plus belle et tout. Il y a quelques jours, il y a un soldat au front, et journaliste le demande, qu'est-ce que vous faites? Oui, je suis militaire et tout. Et il dit, qu'est-ce que vous avez fait avant la guerre? Il a dit, comment? J'ai vécu, je vivais bien, dans la meilleure des villes. Elle demande, la journaliste, à Kiev? Non, à Kharkov.
En ukrainien, c'est prononcé à Kharkiv. Et vraiment, mais vraiment, c'était un type ayant tel charisme et surtout, certainement, il a le don artistique parce que de temps en temps, il apparaît, il raconte des blagues et tout, mais un homme absolument. Et c'est typiquement ukrainien parce que les Ukrainiens de leur caractère, de leur conduite, ce sont les gens très ouverts. Et attention, quand j'ai travaillé en Algérie, ensuite j'étais dans l'Afrique noire, et les gens là-bas me disaient, mais t'es pas russe, parce qu'à l'époque on disait russe de l'Union soviétique, les Russes. Et souvent on me disait, non, t'es pas russe, parce que t'es différent, on connaît déjà des Russes. Et donc, de cela, maintenant, je vais commencer. Pourquoi on est devenus ensemble et différents, les Ukrainiens et les Russes. Puisque, au début, dans ce territoire, près de la mer Noire, il y avait des sarmates, des Scythes, voilà, ici il y a voilà, les autres peuples, et comme ça, petit à petit, a formé, et à l'ouest de l'Ukraine, ce sont déjà aussi les Ukrainiens, mais plus proches des Roumains, des Moldaves, des Tchèques, Slovaques, etc. Mais à l'est. À l'ouest de l'Ukraine. Lviv, la ville Lviv, Oujgorod, les montagnes Carpates. Carpates, c'est à l'ouest de l'Ukraine. Et voilà, c'est là-bas qui s'est formé, dès le début, le peuple roussine. Attention, roussine, vous comprenez? Parce que, après, c'est devenu vraiment un problème très important. Et donc, Roussine, après le territoire s'est élargi, c'était les peuples, et Kiev, qui est vers le 9e siècle, est devenue la plus grande ville de l'Europe, et la plus grande capitale, évidemment, de l'Europe. Et il y avait les princes toujours roussines, qui étaient... C'est eux qui vont devenir les Russes? Non. Explique-nous alors là. Oui, voilà, je vais à cela. Et donc, Kiev, maintenant, on dit Kiev de Russie ou la Russie de Kiev. Parce que au Xe, XIe siècle, il y avait le prince Yaroslav le Sage. Lui, il était vraiment, mais c'est la généalogie est très riche et tout, mais ça a été très très suivi. Et donc, avec les Ukrainiens, avec les peuples de l'Ukraine, c'est très facile. Même, il y a un petit peu de la différence comme le dialecte dans la langue, c'est évident. Mais tout de même, c'est un peuple tout à fait à part. Et quand je dis Yaroslav Moudry, c'est vraiment, il était Moudry, sage, dans tout, surtout en politique. 5 filles ont été données, ont été mariées avec les princes de l'Europe. L'une était Anne, l'épouse de Henri Ier. Et quand elle est venue à Paris, elle a écrit à son père, les Parigons, je pense, ne seront pas très offensés, mais elle a écrit à son père, « Papa, Paris, c'est un petit village par rapport à Kiev. » On est en quel... 11e siècle. 11e siècle, oui. Voilà. Et ensuite, l'une qui était avec le prince de Norvège, une avec le prince de la Hongrie, etc. Donc, et aussi, il avait ce sens de diriger le pays et avoir, c'est pour ça que l'Ukraine et Kiev sont devenus vraiment
un petit peu le centre politique de l'Europe et sont passés à l'époque quand avec Byzantins, ils sont devenus des amis. Parce qu'avant, il y avait les guerres, il y avait les batailles, l'histoire est très riche, mais et c'est justement Vladimir, qui était le petit-fils de Yaroslav, a décidé qu'il faut passer à une religion. Parce qu'avant, c'était un petit peu comme, vous savez, les religions primitives, l'essentiel était le soleil, voilà, Ra, c'est comme dans beaucoup de langues, et les autres, voilà. Et maintenant, on est passé et il a choisi avec la Byzance, parce qu'il y avait aussi une fille de prince de Byzance qui est devenue la princesse à Kiev. Et pourquoi il a choisi? Il a dit que c'est une religion avec les rites très jolis, avec les chansons, avec tout, et on a choisi. Mais ce qui est, je ne sais pas, on ne peut pas dire bizarre, mais tout de même que les fêtes des anciens Roussines, les fêtes anciennes, se sont littéralement passées aux fêtes religion du christianisme. Vous imaginez? Comme par exemple, depuis longtemps, chez nous en Ukraine, c'est évidemment le printemps, c'est la fête. Parce qu'il y a déjà du soleil et tout, on se prépare aux séments et tout. Et donc, c'est devenu comme ça, lié. Il y a beaucoup de fêtes qui sont comme ça, ensemble. Mais bien sûr, maintenant, et depuis longtemps, c'est toujours la religion chrétienne. Et maintenant, petit à petit, on passe, et il faut dire, mais pourquoi tu parles de Kiev, tout, il faut parler, il faut dire qu'est-ce qu'il y a à ce moment à Moscou. Moscou, le centre, même une fois, ils ont proclamé Moscou, troisième Rome, et tout, et tout. Mais c'est la propagande, les moscovites, disons maintenant comme ça, pour distinguer, il y a des Ukrainiens et il y a des moscovites. Pourquoi? Parce que là, où maintenant Moscou, jusqu'à 9e siècle, il n'y avait que des forêts sauvages, des marais et des tribus. Alors, on n'aura pas le temps de raconter toute cette très longue histoire. On va essayer de synthétiser. Alors, dis-moi, quand l'Ukraine devient russe, quand elle devient, on va dire, comment les terres d'Ukraine sentent donc partie intégrante de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Oui, quand est-ce qu'elle devient soviétique? Oui. D'abord, l'Ukraine est devenue partie de l'Empire russe. Maintenant, vraiment, comment c'est l'Ukraine qui a été si forte, c'est-à-dire les Roussines et Kiev, parce qu'il y avait les Mongols, voilà, d'un côté, et il y avait bien sûr aussi les différentes périodes avec l'Europe occidentale, voilà, comme est maintenant aussi. Mais petit à petit, ce territoire autour de Moscou se forme et il y a déjà l'État et c'est commencé les tsars. C'est les tsars. Alors, Kiev, donc, sera-t-elle annexée par l'Empire russe ou bien elle va faire partie de l'Empire russe volontairement? Non, ça a été vraiment annexé. Ça a été annexé et annexé par qui? Par Pierre Ier. Le tsar, on appelle Pierre le Grand, a décidé de faire de la Russie un empire et il a invité un savant de Kiev, d'ailleurs, depuis toujours, les Ukrainiens le considèrent comme traître parce qu'il est parti à Moscou et tout, et ils ont fait quoi?
ils ont proclamé que Moscou maintenant, la capitale de l'Empire Russia. Pourquoi ils ont pris pas Russine, pas russe, mais Russia, c'est un mot en grec. Parce que en grec n'existe pas ou, et donc ils ont pris Russia. C'est pour ça, mais après c'est devenu, en français c'est écrit la Russie, dans les autres langues différemment, mais c'est que cet empire, parce que c'est l'empire, donc il a décidé de faire la capitale à, qui maintenant s'appelle Saint-Pétersbourg, sur les rives de Neva, de la mer Baltique, à côté de Finlande et tout. Voilà. Et très, donc, très bien. à ce moment, oui. voilà, justement, à ce moment, ils ont pris tous les documents, tous les livres, tous les icônes ukrainiennes, ils ont ramené tout en Russie et ont proclamé que c'est russe. D'accord. Alors on va plonger dans l'histoire récente. Alors donc, oui. Si je comprends bien, donc l'Ukraine est annexée par les tsars, voilà, oui. Et elle va demeurer donc dans l'Empire soviétique jusqu'en 1991, n'est-ce oui, pas? Exactement. Alors exactement. En 91, est-ce qu'il y a tout de suite la naissance de la République d'Ukraine? C'est-à-dire la République d'Ukraine a été formée après le coup d'État d'octobre de 1917. Il ne faut pas appeler la révolution, parce qu'avec le mot révolution, soyons attentifs. Parce que dès qu'il y a quelque chose, c'est la révolution. Donc à Saint-Pétersbourg, il y avait un coup d'État quand les partis, différents partis, mais surtout les bolcheviks, Lénine, Staline, etc., ils ont renversé le tsar. Dans quelques mois, ils l'ont tué avec la famille à Yekaterinbourg, en Sibérie. Et ils ont proclamé que c'est maintenant l'empire, ancien empire russe, devienne l'Union des républiques socialistes soviétiques. Oui, Yvon, je voudrais qu'on arrive à la guerre d'aujourd'hui, parce oui. qu'on n'a pas toute la soirée pour oui, en parler. Hein, donc, schématisons et essayons de synthétiser. Voilà. Donc, l'Ukraine, je disais, comme d'autres parties de l'Union soviétique, se détache de l'Union soviétique après 1991. Est-ce que c'est ça? Parce que ça, c'est commencé, mais c'est pas la peine de dire, mais vous savez que tous les empires toujours arrivent à la fin. Et donc l'URSS, que Staline a fait vraiment un empire du mal. Pourquoi je dis ça surtout? Parce que c'est lié aussi à l'époque stalinienne. 30 millions d'Ukrainiens ont été tués, déportés en Sibérie jusqu'à maintenant. En Sibérie, il y a les Ukrainiens, les régions, etc. Et donc, en 91, quand on a proclamé que c'est la perestroïka et on est libre et chacun peut prendre l'indépendance, les républiques ont pris l'indépendance et l'Ukraine aussi, évidemment. Et le problème, c'est que à ce moment-là, si nous regardons même l'histoire de, ça s'appelait République ukrainienne, tous les satellites, tout ce qui concerne beaucoup de produits militaires ont été essentiellement en Ukraine. Parce que c'est toujours l'histoire, c'est toujours cet développement. Et Yvon, à ce moment-là, est-ce que la Crimée faisait partie de l'Ukraine? Oui, la Crimée faisait partie de l'Ukraine toujours, à partir du XVIIe siècle. Parce oui, d'accord, mais parlons pour l'époque contemporaine. Oui, alors aujourd'hui, la Crimée est en main des Russes. Oui. Elle a été annexée. La Crimée a été annexée en 2014. Donc, les Ukrainiens considèrent, la plupart des Ukrainiens considèrent que c'est le début de la guerre. Parce qu'ils ont annexé la Crimée
Ils ont annexé Donbass. Donbass, c'est aussi parti. Toujours en 2014? Toujours en 2014. D'accord. Ça a commencé un petit peu avant, mais les combats et tout ça, ça a commencé en 2014. Justement, dans le Donbass, une partie de la presse internationale parle des exactions ukrainiennes contre les Russes. Est-ce que c'est vrai? Donc, je peux vous dire une chose. Vous savez que Donbass, évidemment, un territoire très spécial. Parce qu'à l'époque soviétique, c'est du charbon. Du charbon, et d'ailleurs, ça commencé avec les industriels français, les autres. Et donc, parce que Staline envoyait en masse les gens travailler dans les mines, ils ont été bien payés par rapport aux autres et tout, mais évidemment que quand il y a un territoire comme ça, et les Kazakhs, les Ukrainiens, les Yakoutes, tous, comment parler? Évidemment en russe. Et c'est sous ce prétexte que Moscou a accusé que, parce que c'est territoire ukrainien, et l'Ukraine a pris la décision, la loi, que c'est la langue nationale ukrainienne. C'est évident, comme partout. Peut-être, mais c'est pas que la langue russe était interdite. Non, non. Mais tout simplement, mais c'était le prétexte de commencer la guerre et à cause de cela. Donbass et une partie de Mélitopol, c'est la Crimée, c'est là, à côté. Et donc, là-bas a été installé vraiment les marionnettes de Moscou, souvent les gens, vraiment, et les criminels et tout ce que vous voulez, qui ont commencé cette guerre. Et quand il y avait, l'Occident n'a rien écrit. En 2017, il y avait beaucoup de mouvements là-bas, les gens sortaient dans la rue, demandaient le départ des Russes, personne n'a dit. En Occident, Yvan, pour aller vite, pour permettre à nos amis de te poser des questions. Donc, bientôt, on aura 3 ans de guerre. 3 ans. Au mois de février. Oui, oui, au mois de février. De cette dernière guerre. Le 24. Oui. Voilà. Alors, l'Ukraine, soutenue par les États-Unis, par l'Europe, n'est pas arrivée à dominer cette guerre. Ou bien, est-ce que l'Ukraine a dominé cette guerre? On ne peut pas dire comme ça, on ne peut pas dire ni comme ça, ni comme ça. Pourquoi? Parce que en 91, 92, 13, il y avait évidemment les pourparlers et tout, et tout le monde, tous les pays, et la France aussi, et les États-Unis, et tous les pays de l'Europe occidentale, ont exigé que, vous savez que le club des propriétaires de l'arme atomique ne veut pas élargissement. Voilà, pour rester, pour tenir le pouvoir. Et donc, ils ont proposé à l'Ukraine de se débarrasser de l'arme nucléaire. Voilà. Et il y a un mémorandum de Budapest où tous les pays, les États-Unis, évidemment, et tout, ont pris, ont donné la promesse que l'Ukraine sera protégée. Et Moscou a profité de cela. Ils ont repris, parce qu'en Ukraine, il n'y avait plus de bombes atomiques qu'en Russie. Mais tout a été emporté, tout. Mais il y avait aussi, vous savez qu'est-ce que c'est la politique, il y avait aussi la corruption. Le président de l'époque n'a pas été très, disons, propre. Justement, Yvan. Oui. Alors, tu as dit politique. Est-ce que cette guerre en Ukraine n'est pas celle des Américains qui veulent frapper les Russes, Poutine, à travers l'Ukraine, justement? Est-ce que l'Ukraine n'est pas otage des Américains? Vous savez, quand on dit cela en public, on pourra vous dire que c'est complotisme.
Vous savez, on ne peut pas parler de gouvernement mondial, on peut pas, parce que c'est déjà, vous savez, voilà. Mais, franchement, beaucoup d'Ukrainiens, comme des Russes aussi qui ne sont pas fous, ils disent que on anéantit deux peuples par leurs propres soldats, par leur propre armée. Parce que c'est la guerre. Qu'est-ce que c'est la guerre? Vous savez bien, c'est horrible. Et donc, le 23 février, j'avais chez moi des amis français, russes, ukrainiens, et un Français dit tu sais, j'ai entendu que Moscou prépare la guerre. Et tout le monde dit mais non, mais qu'est-ce que tu inventes, c'est pas possible. Et à 4 heures du matin, ça commence. À 4 heures du matin, d'ailleurs, en Ukraine et partout en Russie, souvent on dit Hitler, parce que comme Hitler a commencé à 4 heures du matin contre l'URSS et aussi contre la Pologne, etc., donc lui, il a fait la même manœuvre et il appelait ça une opération réduite militaire. Vous imaginez? Et tout de suite, les chars, les colonnes de chars, on est en mauvais terme maintenant avec Biélorussie, parce que Biélorussie, ce dictateur qui est là, il a permis le passage des troupes russes. Maintenant, on parle russe, ukrainien. Et voilà, quand c'est commencé, évidemment, que comme mon fils, mon gendre, ils sont partis volontaires. Et jusqu'ici, ils sont au front, vivants, Dieu merci. Mais ils ont proclamé à Moscou, par tous les mass médias, on va prendre Kiev à 3 jours. À 3 jours. Mais il faut dire que il y avait des combats acharnés. C'est bon. Maintenant, on va donner la parole à la salle. Toi et moi, on a parlé beaucoup. Donc, la parole est à la salle pour des questions. Voilà. Non, ça c'est bien pour toi. Merci. Merci. Alors, c'est la première fois que je vais poser 3 questions. D'habitude, je me pose ou une ou 2. Mais là, c'est tellement intéressant. Alors, la première, je reviens juste, vous avez dit quand vous avez été en Algérie, tout de suite, on a vu en vous quelqu'un qui n'était pas russe. Bon, j'ai cru comprendre, parce que on pense que le russe il est austère, voilà, que l'Ukrainien est plus sympathique. Voilà, Merci. Non, allez, c'est ce que ce que vous dites. Alors, ma question à ce sujet-là, c'est dû à quoi? Ça serait dû à quoi que le russe est austère et que l'Ukrainien est plus sympa? À la culture. Avant tout, la culture. Parce que regardez, les icônes, les tableaux, les plus grands peintres qui sont à Moscou, Tretiakovka, à Saint-Pétersbourg, à Hermitage, qui s'est écrit peintres russes, sont les Ukrainiens, comme Ilya Repin, comme Aivazovski. Il est de souche arménienne, mais ukrainien. Il est né en Ukraine, et beaucoup d'autres. La littérature ukrainienne a des exemples très bien. Donc, la culture. Justement, quels sont les grands écrivains ukrainiens? Les grands, c'est Shevchenko, qui est notre, comme chez les autres, comme par exemple Victor Hugo en France et tout. Et il écrivait aussi prose et surtout qu'il a écrit des poésies absolument jusqu'ici, non seulement c'est des belles poésies, mais maintenant on cite parce qu'il prévenait, il était un petit peu personne qui prévoyait l'histoire de son pays. Voilà. Merci. Donc c'est le premier. Alors, deuxième question, donc là on revient, voilà, on revient à la période, on va dire, contemporaine. La question elle est toute simple. Sous quelle base, quels critères la frontière russo-actuelle, hein, enfin, c'est en 91 que 91, l'Ukraine a retrouvé son indépendance, sur quelle base la frontière a été tracée et dessinée?
C'est que dès le début, dès que le pouvoir soviétique, après 1917, s'est installé, il y avait toujours les limites ethniques. Vous comprenez? Comme par exemple, oui, les Russes, les Biélorusses et les Ukrainiens. C'est trois peuples slaves. Après, il y avait Kazakhstan, Turkménistan, etc. Mais il y avait sur les cartes depuis longtemps, il y a toujours des cartes, mais ces frontières étaient sur le papier. Vous comprenez? Donc ça a été établi sur la base... Sur la base Troisième des... question. Oui, oui, oui. Très bien. Troisième et dernière question. Oui, c'est ça. Est-ce que l'Ukraine est une démocratie? Autrement dit, est-ce qu'il y a des opposants à la politique de ceux qui gouvernent en ce moment? Il y a des opposants. Est-ce que c'est une démocratie? Voilà. Et j'en ai fini. Oui, on peut dire vraiment que depuis l'indépendance, il y avait, dommage, mais il y avait les 5 présidents de l'Ukraine. Il y avait comme Kouchma, c'était vraiment comme, pardon, pour comparaison, comme François Bayrou aujourd'hui, Premier ministre. Voilà. Donc il y avait des gens très influencés par les étrangers, Kouchma par Moscou, vous comprenez? Parce que c'est les terres, vous savez que le Tchernozem, c'est-à-dire les terres noires de l'Ukraine, sont les plus riches, les terres, voilà, les sols. Et c'est la production du blé le plus grand au monde. Et d'autres choses. Les Algériens, ils en rachètent. Oui, 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 oui. Et les betteraves, et le maïs, il y a tout en Ukraine. Mais en plus, il y a beaucoup des gisements et aussi des métaux. Même, il y a des métaux très rares. Et évidemment que Moscou voulait prendre tout cela. Voilà. Et donc, toujours, il cherchait. Avec les présidents, il faisait des trucs. Et c'est pour ça que c'est en 2000, justement, 2017, c'est commencé cette révolution orange. Le président était le plus peut-être libéral, mais tout de même, il n'y avait pas de force, vous comprenez? Et donc, c'était toujours le problème à Kiev, en Ukraine, c'est l'influence de voisins du Nord et évidemment des États-Unis. Parce que les États-Unis ont aussi dans leur plan quelque chose. Et c'est pour ça que en Ukraine, surtout vers les années 2015, ça a été très très fort. Il y avait les mouvements, il y avait les partis, donc il y a des partis d'opposition, il y a aussi les organismes qui ne sont pas d'accord avec la politique, et même l'Église, mais c'est Moscou qui a fait partager l'Église ukrainienne en Église ukrainienne orthodoxe et l'Église orthodoxe de l'Ukraine, vous comprenez? Parce que RPC, c'est-à-dire l'Église russe, c'est l'Église qui a créé par Staline en 1943. Et c'est une section de KGB. Vous savez que absolument tous les prêtres, sans parler des autres, sont toujours au service de KGB. Oui, voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'est pour ça. Question. Brian? Écoutez, quand on vous entend parler, on a l'impression quand même que vous présentez les Russes comme les grands méchants de tous les temps et qu'ils doivent leur culture à l'Ukraine. Je trouve cela un peu caricatural. Peut-être vous avez un petit peu raison, mais je vais essayer de vous regarder. C'est que Moscou, dès le début, regardez, le Kremlin a été construit par un architecte italien. Saint-Pétersbourg, tous les palais ont été construits par les architectes français, italiens.
toutes les guerres que la Russie a menées, toujours il y avait les choses qu'ils ont apportées. Vous savez que après la Deuxième Guerre mondiale, tous les tableaux de Dresde a été à Moscou. Seulement en 1960, il me semble, qu'on a obligé l'URSS, après la mort de Staline, de rendre les tableaux, les œuvres d'art et tout, au pays d'où ils ont apporté ça. Non seulement de l'Ukraine, non, de partout, Oui, absolument. oui, Yvon, est-ce que les écrivains Dostoïevski, Tolstoï, Maïkovski, est-ce qu'ils sont russes ou pas? Pas toujours. Pas toujours. Dostoïevski, moitié russe, moitié ukrainien, moitié... attendez, moitié tatar. Dostoïevski. Maïkovski, il est géorgien, mais avec un petit peu de sang russe. Même Lermontov, c'est deuxième après Pouchkine. Il était hollandais. Toute la famille. Mais il est né en Russie et tout. Pouchkine, son grand-père était éthiopien. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est quand on dit... Ceci dit, ces gens-là ont écrit en langue russe, n'est-ce pas? En langue russe, parfois en langue russe et en leur propre langue, comme même Shevchenko, notre poète national, certaines nouvelles, quand il était à Saint-Pétersbourg, il a écrit en russe. Oui. Donc, on peut pas dire... Une autre question, Yvon. Que devient le grand footballeur Blokhin? Blokhin, il est entraîneur d'une équipe, mais comment je vous dis, il n'est pas très fort comme entraîneur. Il était beaucoup plus fort comme joueur. Oui, oui, oui. Voilà, Shevchenko, c'est ce qui jouait en Italie. Lui, vraiment, maintenant, il est entraîneur. J'ai dit Blokhin parce que Blokhin, il a joué pour l'URSS. Hein, oui, pour connu comme joueur de l'URSS. Oui, de l'URSS. Même s'il est Dynamo Kiev, parce voilà, que c'était une grande équipe. Voilà. Mais il jouait. En plus, en ce qui concerne le football, c'est que, je ne sais pas si ça viendra, mais notre champion de football portugais, comment Ronaldo, il a promis que la guerre terminée, il va entraîner l'équipe de l'Ukraine. Mais, disons... Il faut d'abord que la guerre se termine. Oui, il faut que la guerre se termine. Et justement, par rapport à la guerre, alors il y a un monsieur, certains disent qu'il est fou, d'autres disent qu'il est le plus grand président des États-Unis d'Amérique, qui va arriver au pouvoir. Et lui, il veut faire la paix. Est-ce qu'il va faire la paix, monsieur Trump? Non. Non, ça ne se fait pas comme ça. Vous savez, c'est le temps des héros, des empereurs et des gens qui viennent de l'univers. C'est parti. Monsieur Trump, avec tout mes respects, il n'a pas montré beaucoup de choses agréables pendant son premier. Hein? Mais c'est le peuple américain l'a choisi, l'a élu, je ne peux rien dire. Il a été réélu. Réélu, oui, réélu. Et donc, j'ai pas de confiance. J'ai pas de confiance. Il veut coloniser le Canada et le Groenland. Oui, mais regardez, il y a 3 jours, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment... C'est connu que Musk, vraiment, il souffre des problèmes. Mais lui aussi... Attention, c'est la plus grande puissance mondiale. Hein. Personne ne peut résister. Oui, bien sûr. Mais vous comprenez que les conditions qu'il a déjà présentées pendant ces élections, il a dit, voilà les frontières, restons comme ça. Mais les Ukrainiens ne sont pas d'accord. 300 000 personnes, soldats, qui sont morts dans les tranchées, et maintenant laisser ce territoire aux Russes, non. Même les gens ne veulent pas. Et Zelensky, président de l'Ukraine, il a dit, ça ne se fait pas comme ça. Yvon, s'il n'y a plus l'aide des États-Unis, est-ce que l'Ukraine peut tenir toute seule, peut-être encore avec un peu d'aide européenne?
Comme je vous ai dit que actuellement, on a fait recommencer toutes les usines en Ukraine qui sont loin de la frontière. Et on produit énormément de l'armement. Voilà. Et comme maintenant, il y a les drones à 1300 km. Voilà. Mais il y a aussi de très bons avions qu'on a abandonnés et que maintenant on refait. Il y a à la télévision un très bon commentateur, ancien pilote, Xavier Titelman, qui, il y a quelques jours, il est revenu de l'Ukraine, il a fait déjà le 10e voyage en Ukraine, il prépare les pilotes ukrainiens, et il travaille avec eux, il aide avec, il fait ici Son documentaire est passé à la télé. Sur quelle chaîne? C'est sur la chaîne privée, comment ça s'appelle, petite chaîne qui est plutôt sur Internet. Je vais t'envoyer. Il n'y a pas de souci. Oui. Et donc, c'est bien sûr, c'est difficile, mais c'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup d'usines, beaucoup de sites russes qui sont anéantis. Et comme à ville Engels, près de, sur Volga, c'était une grande usine qui est maintenant anéantie. Il y a quelques jours, le 5e jour qui est en feu, on ne peut pas sauver. Il y a à Samara l'usine qui était anéantie. Donc les Ukrainiens font, comme dit doucement, mais toujours cette guerre. Bien sûr, il faut la différence aussi entre les Russes et les Ukrainiens, que le gouvernement et l'état-major de l'Ukraine essayent de garder les soldats, de protéger. Vous imaginez? Alors il y a un ministre, je crois, des Affaires étrangères ukrainien qui a été limogé par Zelensky et qui enseigne en ce moment à Sciences Po à Paris. Oui, alors, oui. Pourquoi il a été limogé? C'est que, comme on a déjà évoqué, bien sûr, tout pays, tout État, il y a toujours les gens qui... il n'y a pas d'une idée absolument unique pour tout le monde. Et il y a quelque chose, il y a des influences, il y a la question de formation. Si nous prenons par exemple quelqu'un qui a fait les études en France, c'est une chose, et une autre chose qu'il a fait les études aux États-Unis. D'ailleurs, on ne parle pas des ministres et des présidents français. Sarko était formé aux États-Unis, Macron aux États-Unis. C'est pas pour. Mais vous voyez comment. Parfois c'est très difficile. Donc l'Ukraine et le gouvernement ukrainien aussi. Vous ne savez pas, mais a été limogé aussi le général qui a commencé la guerre. Et que il est adoré par tout le monde. Et il était envoyé à Londres comme ambassadeur. Vous voyez, c'est la politique, c'est justement la politique. Que nous ne sommes pas en politique. Absolument. Alors Zelensky, on dit de lui qu'il est corrompu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je crois pas. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un jeune, mais il gagnait bien, il avait de l'argent et tout, mais il est, comme je vous disais, en Ukraine, il y a aussi les peuples, il y a les Tatars. Par exemple, maintenant, ministre de la Défense de l'Ukraine, c'est un Tatar. Il y a d'autres, en économie et tout. Zelensky, il est juif. Voilà. Non, Macron, non. Je parle de Zelensky. Voilà. Et donc, il y a toujours influence. Et quand la première année de la guerre,
on était très proche avec Israël, l'Ukraine et Israël. Maintenant, un petit peu comme ça. Mais vous savez, la politique d'Israël, c'est quand même, et si vous vous demandez à un Israélien, il ne peut pas vous expliquer comment ça se passe. Mais lui dit, c'est Mossad qui a fait. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que la situation en Ukraine, d'un côté vraiment, tout se tient ensemble et tout, et essaye parce que c'est la guerre, mais tout de même, et surtout, il y a la propagande. La propagande de Moscou, énorme. Yvan, soyons un peu objectifs, dans toute guerre, il y a de la propagande des deux côtés, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que la Russie a dépensé déjà 900 milliards de dollars. Et une grande partie, comme tous les invités de Moscou, tous les propagandistes sont bien payés. Comme il y a un certain Solovyov, on lui a repris les maisons et les palais en Italie, parce qu'il est fasciste. D'ailleurs, maintenant, les fascistes russes, on les appelle, c'est déjà partout établi, racistes. Mais puisque ça existait toujours. Il y avait Ilyine, un philosophe avant la Révolution. Après, il y avait Dworkin, etc. Et maintenant, c'est un philosophe, Dugin, qui écrit tous les discours pour Poutine. Faut pas étudier, c'est un cas qui est très étudié, parce que même les Russes, les grands, les écrivains et tout, ils savent bien que Poutine n'est pas très fort intellectuellement. Quand il était à Versailles, d'ailleurs, avec Macron, vous vous rappelez, il a dit que Anne, la reine de France, était de Moscou. Mais je vous ai dit, et c'est prouvé, il a les documents, elle était de l'Ukraine, fille de Yaroslav le Sage. Donc, comment on peut dire qu'elle est de Moscou? Elle n'a jamais été à Moscou. Très bien. À propos à ce temps-là, Moscou était un petit village. D'accord, ça tu nous l'as déjà dit. Donc avant de terminer le café littéraire, je voudrais que tu nous dises un mot sur les traductions que tu as faites. Ah, bien. Donc, j'ai travaillé comme interprète, surtout en Afrique. Mais comme ça, tout d'un coup, quand je revenais en URSS, à Kharkiv, ma ville, évidemment que j'enseignais à l'université et les éditions, ils m'ont trouvé pour traduire, parce que c'était l'époque, surtout quand il y avait Perestroïka et la France, le ministère de la Culture de la France avait des programmes. Programme pour la Russie, Pouchkine, pour l'Ukraine, Skovoroda. Skovoroda, c'était un grand philosophe ukrainien. J'ai travaillé et j'ai traduit en russe et j'ai traduit en ukrainien. J'ai traduit Jacques Derrida, j'ai traduit 3 volumes de Michel Foucault, j'ai beaucoup, surtout les philosophes. Les philosophes français, parce qu'avant en URSS, ils étaient interdits, tout simplement. Et donc, c'est pour ça. Et ensuite, je suis venu ici pour faire le stage et étudier la théologie, parce qu'il y avait le programme de traduction des théologues qui étaient ici en France, français et russes. Parce qu'après la Révolution, cette Révolution d'octobre, tous les philosophes ont été rejeté de l'URSS. Lénine a ordonné de mettre 200 philosophes savants et les écrivains qui ne sont pas d'accord sur le bateau. On appelait ça le bateau des philosophes, et ils ont été rejetés du pays.
Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé avec cela. Et bien sûr, j'ai travaillé avec aussi la télévision de Kiev. Voilà. Et étant journaliste, j'avais la chance de rencontrer dans le club des journalistes étrangers un certain monsieur Youssef. C'est vrai, nous nous sommes connus, oui, je vais vous raconter cette histoire, nous nous sommes connus dans les temps bénis de ce qu'on appelait à Paris le centre d'accueil de la presse étrangère, le CAP, qui était hébergé à Radio France, puis au Grand Palais. Donc, on nous donnait les moyens d'écrire nos articles, de faire des envois, soit en radio, soit en télévision, et on cherchait à savoir aussi nos opinions pour un peu voir les démarches des uns et des autres, et on cherchait aussi à ce qu'on trouve des journalistes qui savent ou qui sont intéressés par faire un peu de propagande, bien sûr. Bon, alors une dernière question, mon ami Yvon. Alors, tu vis à Paris depuis quand même de longues années. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus à Paris? À Paris, j'aime avant tout Philharmonie, qui n'est pas loin. J'aime Louvre. Le Louvre, j'aime pourquoi? Parce que maintenant, je travaille aussi comme guide. Et donc, dans le Louvre, je suis déjà un petit peu... même les spécialistes du Louvre, oui, me connaissent et tout. Et donc, mais c'est toujours intéressant parce qu'on ne peut pas connaître tout, vous savez, à Paris surtout. Bien sûr, tous les musées, tout ce qui concerne la musique, tout ce qui concerne la littérature, Paris, vraiment, c'est la capitale du monde. Ben écoute, Yvon, merci d'être passé au Café littéraire de l'Impondérable. On va continuer la discussion. Avec plaisir. Et la semaine prochaine, il y a un événement ici, donc au Café littéraire de l'Impondérable. Je reçois donc mon ami Brahim Sassi pour son 17e et 18e livre de poésie. Il y a aussi un couscous qui est offert par la maison. Donc, à la semaine prochaine. Merci. Сіла птаха, білокрила на тополю, сіло сонце, понад вечір за поля, покохала, покохала аж до болю. Молодого скрипаля покохала, зачарована струною, заблудила та мелодія в гаю, сад вишневий журавлиною весною, та й понесла своє серце скрипалю. Покохала, покохала, та й до болю молодого скрипаля. Très beau. Merci. Très belle mélodie. Elle parle de quoi? Elle parle justement, une demoiselle, une fille a entendu une mélodie et elle a commencé à suivre parce qu'il y avait un violoniste qui jouait. Donc elle a suivi
le long de la rivière et tout. Elle était très très enchantée par la mélodie, mais ensuite elle a vu que il ne jouait pas pour elle, pour une autre. Il y a aussi une chanson que tout de même j'ai fait une traduction pour ah bon. Знов зорі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звели в стрісі, а вівчар жене отару плаєм, тьохну пісню соловей загаєм. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Вівчара в садочку, тихом куточку, жде дівчина, жде. Mais c'est une chanson justement un peu différente parce que c'est de l'ouest de l'Ukraine, Karpates. Parce que là c'est beaucoup des forêts et comme Cheremchina, comme les autres qui ne sont utilisés que là-bas. Et donc dans toutes les chansons vous entendez la nomination de ce pays. Voilà. Dans une taverne du Vieux-Londres où se retrouvaient des étrangers, nos voix criblées de joie montaient de l'ombre et nous écoutions le cœur chanter. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur et le lendemain t'avais un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. La 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 la. Et puis sont venus les jours de brume, avec des bruits étranges et des pleurs. Combien j'ai passé de nuits sans lune à chercher la taverne de mon cœur. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Le lendemain, t'avais un coup de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes, on croyait au ciel. La 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 la. Voilà, c'est aussi une chanson qui partout est connue comme une chanson russe, mais c'est une chanson ukrainienne.